Hey, salut tout le monde, on est aujourd'hui au Graviros pour 100 km de gravel. Bon, aujourd'hui on est sur une cyclosportive dite locale, on n'est pas sur une coupe du monde, on n'est pas 2000 au départ, on est environ 200, donc c'est vraiment une morphologie de course différente. Aujourd'hui j'ai des objectifs qui sont particuliers, c'est-à-dire que déjà j'ai envie d'aller chercher un résultat, en plus c'est mon club qui organise, j'ai 5 coéquipiers au départ, et dans un second temps l'objectif c'est aussi de tester le matériel, tester mon nouveau vélo que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, parce que dans 2 semaines je serai au départ de Valkenburg, une coupe du monde, et là ça sera important de vraiment performer pour aller chercher la qualification. Donc là on est vraiment sur une course à la fois importante pour le résultat, mais aussi pour tester le matériel, les nouveaux pneus, les nouvelles pédales, bref j'ai tout changé, donc il y a plein de tests à faire. Sur cette cyclosportive gravel c'est un peu particulier parce que c'est mon club qui organise, donc en fait au départ il y a 5 membres de la team de Sèvres, donc j'ai des équipiers pour une fois, donc c'est un fait de course qui pourra être très intéressant. Ça commence très fort, donc il risque d'en avoir partout assez rapidement. Donc si jamais je me retrouve avec un équipier, ça peut être vraiment un avantage. C'est parti, on part pour 100 km de gravel, environ 3 heures de course. Et vous allez voir que la course, ça va être assez particulière au niveau de la gestion, parce qu'on est seulement 150 au départ. Donc il va être d'autant plus primordial de suivre des groupes pour éviter de se retrouver seul trop tôt. Et d'ailleurs, comme vous l'avez compris, vu que j'ai des équipiers au départ, il y a aussi une stratégie qui pourra se mettre en place et qui pourrait être vraiment intéressante pour aller chercher un résultat. Et d'ailleurs, l'un de mes équipiers, Pierrick, va faire le start. Il m'avait prévenu, c'est pour ça que directement on se met devant, on essaye de lui faire un petit peu la cassure pour qu'il puisse prendre de l'avance. C'est sa première course gravel, il découvre et il préférait attaquer les premiers secteurs seul afin de pouvoir prendre un peu plus en confiance. Et d'ailleurs ça y est, on attaque le tout premier chemin de cette course et ça va rouler extrêmement vite. C'était sûr, il y a quand même beaucoup de beau monde au départ, même si on n'est pas très nombreux. Au final, le niveau global, il est très haut. Et ce qui est particulier, c'est qu'autour de moi, il n'y a quasiment que des coureurs FFC. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont habitués à rouler fort sur la route, qui ont un très bon niveau, qui ne sont pas forcément spécialistes de gravel. Certains oui, mais la plupart, c'est pas le cas. Et du coup, ils vont courir cette course-là vraiment comme si c'était une course sur route. Ça va être bien différent des coupes du monde gravel, qui se courent un peu plus comme des cyclosportives. Ça pète par l'arrière en général. Là, il va quand même y avoir pas mal d'attaques. Et ça va être quand même une gestion de course qui va être assez particulière et vous allez le voir au fil de la vidéo. Et sur ce premier chemin, ça roule très fort. 500-600 watts juste pour rester au contact du groupe. Mais vous le savez, c'est primordial en début de course quand même de prendre le premier wagon parce qu'en gravel, c'est quand même assez difficile de revenir sur les groupes qui sont devant. Donc partir dans le premier groupe, c'est un réel avantage. D'autant plus que la première et la seule vraie difficulté du parcours, elle arrive dès le début. Vous allez voir qu'elle va être terrible, mais ça, c'est dans quelques kilomètres seulement et il faut impérativement que du coup, je figure dans le groupe de tête en amont de cette difficulté. En plus, cette côte, je l'ai repérée à l'échauffement, vu que c'était juste à côté, j'ai pu me permettre d'y aller et ça va directement faire la sélection, je le sais. Je profite d'une accalmie pour vous parler du compteur GPS Coros Dura. C'est mon compagnon de galère qui m'accompagne dans toutes mes courses, mais aussi tous mes entraînements. Sur les courses gravel, c'est obligatoire d'avoir une trace GPX, car les circuits ne sont que partiellement fermés et on a vite fait de se tromper de chemin et de perdre du temps. L'avantage avec ce Coros, c'est que je peux afficher la carte ainsi que les données qui m'intéressent, comme par exemple mes watts et mon cœur pour la gestion de mon effort. C'est hyper pratique et même essentiel dans ma pratique. En plus, ce compteur, il a une autonomie démentielle, donc je suis jamais inquiet à l'idée de ne plus avoir de batterie, et ça, c'est un vrai stress en moins. S'il vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et avec mon code promo, vous avez un accessoire offert. J'ai remarqué aussi que mes adversaires dans les virages, ils allaient pas trop vite, ils prenaient pas trop de risques, parce que c'était beaucoup de gravier, ça glissait beaucoup. Et moi, comme eux, la plupart d'entre nous, on a décidé de partir en pneu slick ou semi-slick, c'est-à-dire que le pneu est complètement plat au milieu et il y a un tout petit peu de crampon sur les côtés quand on est dans les virages, ce qui fait que ça glisse énormément, ça permet de rouler vite dans les lignes droites, mais dans les virages, on peut vite partir à la faute. Et vu que autour de moi, globalement, tous les mecs qui veulent rouler vite, ils ont les mêmes types de pneus que moi, eh bien personne ne prend trop de risques dans les virages. Et moi qui teste pour la première fois le double semi-slick avec des semi-slick à l'avant, ça me rassure un peu, pas besoin de prendre de risques et donc moins de chances de tomber. En tout cas, à l'avant du groupe, ça continue d'attaquer, les attaques s'enchaînent, tout le monde veut sortir comme si c'était une course FFC. Du coup, c'était un petit peu marrant parce que je me disais, bon, soit les mecs ils sont très forts, soit ils vont exploser un par un et dans ce cas-là, ça m'arrange. Mais moi, ce qu'il en est, c'est que je vais pas m'affoler. Je reste dans le groupe, je ne cherche pas particulièrement à suivre les attaques, même si évidemment ça fait globalement avancer le groupe plus vite et ça c'est plus difficile, mais je ne vais pas essayer d'accompagner des attaques particulièrement, c'est vraiment pas mon objectif. On a tout de même 100 km à parcourir et en gravel ça demande tellement plus d'énergie que sur la route
qu'il faut en garder un maximum pour la fin de course. Au bout de 3 km seulement, je décide de commencer à me replacer parce qu'on arrive tout doucement sur la grande descente qui va nous emmener à la première difficulté. Du coup, on attaque cette giga descente qui va rouler extrêmement vite. Et je le savais, on tourne violemment sur la gauche, donc là, il fallait faire attention. Et ça y est, on commence à monter légèrement, tout d'abord sur une portion de route. Et là, on attaque pour plus d'1,5 km globalement montant pour finir tout au bout avec un giga mur qui me fait un petit peu peur, pour pas vous mentir. J'espère réussir à passer avec les meilleurs au sommet de ce mur. C'est un petit peu mon challenge, c'est la seule difficulté du parcours. Donc si je dois mettre toute mon énergie à un endroit pour passer avec les meilleurs, c'est bien à cet endroit-là. C'est pour ça que je fais tout pour être bien placé, prendre un petit coup d'avance. En gravel, on le sait, le placement c'est primordial encore plus que sur la route parce qu'en général, c'est un peu plus difficile de doubler et de se replacer. Et en l'occurrence, dans le mur, je le sais, ils vont difficilement pouvoir doubler. Donc si je pars devant, globalement, ils ne pourront pas me doubler et donc pas me faire sauter. Maintenant, on a un grand bout droit hyper large juste avant de tourner sur la gauche dans le single qui nous emmènera au mur. Donc là, forcément, tous ceux qui avaient un minimum repéré le parcours, ils le savent, il faut se replacer maintenant. Du coup, tout le monde veut se replacer maintenant, donc évidemment, ça accélère et c'est difficile de rester dans les premières positions, d'autant plus qu'on a vent de face. Donc il ne faut pas non plus remonter bêtement, se mettre devant, parce que là, ça demande vraiment énormément d'énergie. En avant du mur, il faut éviter tout de même de mettre trop d'énergie. J'arrive tout de même à rester bien placé dans les premières positions et au moment où on va tourner sur la gauche, je vais un petit peu louper le virage. En fait, il y avait beaucoup de gravier. Je vais me faire un petit peu peur avec mes pneus semi-slick, vu que je n'ai pas encore l'habitude d'avoir ça à l'avant. D'habitude, j'avais semi-slick à l'arrière et crampons à l'avant. Donc, je me fais un petit peu peur. Je sors un petit peu large, je perds quelques positions. On plonge dans le pont qui passe un par un seulement. Et là, du coup, je perds quelques positions, mais je suis tout de même dans les 10 premières positions. Comme vous pouvez voir avec la vue drone, on n'est plus qu'une cinquantaine, trentaine dans le groupe de tête, donc on n'est plus très nombreux finalement. Je décide de passer sur la droite de cette montée parce que je sais qu'à gauche, il y a beaucoup de boue. Je l'ai repéré à l'échauffement, ça évite de glisser ou de faire des erreurs. Je remonte progressivement et là, je me sens bien. Sincèrement, j'ai des bonnes jambes, ça monte pas si vite que ça, ce mur. Et du coup, je vais faire la décision de me replacer. Ça me demande un poil plus d'énergie, mais vous allez voir que ça va être utile. Je me replace à l'avant du groupe et une fois que je suis dans les premières positions, je fais en sorte que personne ne puisse me doubler. Je fais un peu barrage et je décide de ralentir progressivement pour pas que les gens s'en rendent trop compte parce que sinon ils pourraient potentiellement m'attaquer et là ça serait difficile pour moi. Mais au final, je profite vraiment de ma première place en haut de ce mur pour baisser le rythme, baisser le tempo et essayer de faire redescendre mon cœur parce que comme vous pouvez le voir, je suis à plus de 190 BPM, je suis complètement à bloc et c'est à ce moment précisément qu'Alexis, mon équipier, va décider de placer une accélération. Je le savais, il est extrêmement fort. La dernière au gravier rose, il était dans le groupe de tête pour jouer la gagne et même si le gravel c'est pas du tout son truc, il a vraiment un niveau élite, ce qui fait que il se balade un petit peu. Il place une accélération ici au moment le plus difficile juste après la côte et du coup, ce que je vais décider de faire, c'est de faire un petit peu barrage. J'ai la chance d'être à l'avant du peloton. Je vais volontairement pas les suivre, évidemment, c'est mon équipier. Ils partent à 2, donc c'est parfait, ils vont pouvoir tourner et s'entraider à l'avant. Évidemment, 100 km à 2 en échappée, ça peut être très compliqué, voire impossible. Mais je me dis qu'Alexis, déjà, il a le niveau. Et je me dis que si ensuite il y a un groupe de compte qui revient sur Alexis, il aura toujours un coup d'avance qui pourra lui permettre d'aller chercher, je l'espère, une très bonne place à l'arrivée. En plus de ça, moi, ça me permet d'avoir un équipier à l'avant, donc on sécurise une place. C'est pas forcément à moi de rouler à l'arrière, même si ça, je vous l'avoue, en gravel, c'est un peu plus subtil et c'est un peu moins le cas que sur les courses sur route. Il y a tout de même des stratégies d'équipe qui peuvent se mettre en place, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a quasiment aucun coureur qui a d'équipier, hormis la team de Sèvres. Et à la sortie du single, je me mets dans la roue du champion du monde en titre des catégories master, en me disant que s'il y a une bonne roue, c'est bien celle-là qu'il faut prendre. Et au début, je pensais qu'il allait se mettre à rouler pour ramener sur les deux coureurs échappés, et au final, c'est pas du tout le choix qu'il va faire. Il va décider de laisser faire les autres. Donc il va se laisser redescendre à l'arrière du groupe. Moi qui étais dans sa roue, par conséquent, je me retrouve à l'arrière du groupe aussi. Ça m'arrange pas trop, mais en vrai, vu que je suis dans la roue du champion du monde, je me dis, tant qu'il est là, j'ai pas trop besoin de m'affoler. Et 6 km plus loin, au 12e kilomètre, on est encore 26 dans le peloton de tête. Plus les deux coureurs qui sont à l'avant, toujours en échappée. Sur 150 coureurs au départ, en vrai, ça fait beaucoup de monde dans le groupe de tête. Et ce qui a été assez impressionnant, c'est que malgré toutes les attaques que les coureurs ont pu mettre à l'avant du groupe, notre groupe, il a fait pas mal l'accordéon, mais tout le monde est resté globalement ensemble. C'était un niveau assez homogène. Et du coup, en fait, on n'arrivait pas vraiment à faire la différence. Parce que plus ça allait, ça mettait des coups. Je me disais, ils vont finir par péter les mecs autour de moi. Et comme ça, on va grappiller des positions et aller chercher un bon résultat. Parce que moi, franchement, c'était de plus en plus dur. Et je me disais,
Si ça continue, les mecs, s'ils décrochent pas, c'est moi qui vais décrocher. Et si je pète maintenant, il reste encore 70-80 km à faire tout seul, ou me faire reprendre par un groupe de derrière, sachant qu'on est seulement 150 au départ. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant de monde derrière nous, et potentiellement pas forcément des groupes. Et si je me retrouve en solitaire, on le sait très bien, on roule beaucoup moins vite que dans un groupe. Donc c'est vraiment obligatoire de suivre le groupe à ce moment-là. Il n'y a aucun monde où je me dis, ok, j'attends le groupe de derrière, parce que je ne sais pas s'il y a un groupe de derrière. C'est rien à voir avec une Coupe du Monde comme à Turnout par exemple, où on était plus de 2000 au départ, et en l'occurrence, dès que tu pètes d'un groupe, tu sais qu'il y a d'autres groupes derrière, il ne faut pas s'affoler. Ici, tu n'as pas d'autre solution que de suivre le peloton de tête, vraiment comme si c'était une course sur route. C'est vraiment la même situation, le même mood qu'il faut se dire, c'est on reste dans le peloton. Si on pète du peloton, globalement, la course, elle n'est pas terminée, mais au niveau du résultat, ça va être vraiment compliqué. Il y a une autre montée au 13e kilomètre qui va me faire très très mal. Je vais monter à 189 BPM, donc là, je suis vraiment au rupteur. C'est difficile, mais je m'accroche. Vraiment, je n'ai pas le choix. De toute façon, je ne peux pas laisser partir le groupe. Donc, je me bats, je me débat un petit peu. Et ce qui est vraiment cool, c'est que le vélo, le Van Rystel GCR, il m'aide vraiment. Je le sens. En fait, dès que tu relances, ça t'accompagne dans l'effort. Un peu comme pourrait m'aider le RCR Pro sur route avec lequel je roule. C'est vraiment le même type de comportement, le même fibre de carbone tout simplement. Et ça fait que ça roule et ça m'accompagne vraiment dans l'effort. Et je l'ai senti, il y a des moments où je me suis dit, là, je pense qu'avec l'autre vélo que j'avais avant, j'aurais peut-être pas réussi à suivre. Parce que déjà, il faisait 1,5 kg de plus, ce qui est assez conséquent sur un vélo quand même. Et tout ça réuni, je me dis, en termes d'équipement, j'ai tout ce qu'il me faut dorénavant. Donc, j'ai plus d'excuses, pour être sincère. Si je pète, c'est vraiment ma faute, mes jambes. En plus de ça, comme vous l'avez compris, je suis passé en pédale de route. Donc, une meilleure répartition de la puissance. Là, pour être sincère, tous les mecs du groupe de tête étaient en pédale de route. En vrai, quand tu regardes en Coupe du Monde, sur les courses gravel, tous les compétiteurs qui veulent jouer un résultat, tout le monde est toujours en pédale de route parce que tu as une meilleure puissance. Et du coup, en gravel, normalement, on pose très rarement pied par terre. Il n'y a pas trop de problème à devoir courir avec les chaussures de route. Donc, en bref, la stratégie en termes de performance reste tout de même d'utiliser les pédales de route. Et le petit bonus, c'est d'avoir enlevé les crampons à l'avant, d'utiliser les doubles pneus semi-slick afin aussi d'avoir un meilleur rendement en termes de pneumatiques. D'ailleurs, je suis passé de 45 à 40 parce que sur le Van Rystel, c'est 42 maximum. Donc pareil, normalement, les pneus sont moins larges, donc plus de rendement. Tout ça réuni, ça me donne vraiment une impression de vitesse à moindre effort. Mais le niveau, il est super haut. Il n'y a que des coureurs FFC autour de moi. Personne n'explose et pourtant, je l'espère. J'espère que les autres, ils vont finir par craquer ou que ça va finir par ralentir. Mais pas du tout. Ça continue à chaque relance. Ça envoie hyper fort. Le niveau, il est monstrueux. De temps en temps, quand même, j'arrive à souffler, récupérer un petit peu. Je pense que les mecs à l'avant, peut-être, ils étaient en train de manger ou quoi. Ça me permet vraiment de refaire descendre le cœur, de souffler, me dire, ok, je peux récupérer. Et ce qui a été assez difficile, c'est que sur ces graviers roses, il n'y avait que du gravel. Très très peu de route. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il n'y avait globalement aucune portion de route. Et c'est particulier parce que d'habitude, sur les portions de route, c'est là où tu peux manger en gravel, c'est là où tu peux souffler, c'est là où tu peux te replacer. Et c'est là où j'ai eu un problème, c'est que je me suis vite retrouvé en dernière position du groupe parce qu'on n'était qu'une vingtaine. Et une vingtaine en gravel, ça reste un petit groupe. Et je voulais absolument me replacer pour arrêter de faire l'accordéon dans chaque relance parce que je subis énormément chaque relance, c'est ultra difficile et je fais des efforts qui sont plus conséquents que le mec qui est placé au milieu du groupe et je veux vraiment remonter. Mais c'est impossible parce qu'en fait, en gravel, tu ne peux pas trop remonter dans les secteurs gravel ou sinon ça te demande vraiment beaucoup d'énergie que j'ai pas forcément envie de lâcher à ce moment-là. Donc je me dis, je remonterai quand il y aura une portion de route, mais il n'y a pas de portion de route. Et du coup, j'attends et pendant plus de 20 bornes, je vais être en queue de groupe en train de faire l'élastique en me disant je vais sauter, c'est trop dur. Je m'accroche parce que vraiment, j'ai envie d'aller chercher un résultat, mais c'est vraiment très difficile. Et c'est seulement au 42e kilomètre qu'on va avoir une petite section de route et directement, là, je vais en profiter, je vais me replacer. D'ailleurs, à ce moment-là, je vais croiser Alix, un de mes équipiers. On est encore deux dans ce peloton de tête, en plus d'Alexis qui est dans l'échappée. Et il va me dire que lui, il a repéré tout le parcours durant les semaines précédentes, donc il connaît tout par cœur, et que dans quelques kilomètres seulement, il va y avoir un point, un single, donc on va passer un par un, qui va être ultra stratégique parce qu'il y a full bout et ça va être ultra difficile. Donc quand il me dit ça, je panique un petit peu parce que je sais qu'avec le double slick, les secteurs bout, c'est catastrophique. Tu glisses de l'avant pour tomber et tu patines de l'arrière pour avancer. En bref, la boue, ça ne me fait pas du tout plaisir. Donc je vais essayer de rester placé en amont de ce secteur. Mais du coup, je pense qu'il y a pas mal de monde qui était au courant
parce qu'en amont de ce secteur, ça roule beaucoup, beaucoup plus fort. Et de plus en plus fort jusqu'au secteur, ça accélère, et tout le monde veut être bien placé en amont de ce secteur. Et ça y est, 45e kilomètre, on rentre dans ce tunnel boueux qui va être un peu un moment décisif de ma course. On est quasiment à mi-course, à 5 km près, et là, quand je plonge dans la boue, je panique un petit peu. C'est la première fois que je fais de la boue avec des semi-slicks à l'avant et j'ai trop peur de tomber en fait. Et je pense que j'étais un tout petit peu trop précautionneux, ce qui fait que je ralentis. Donc déjà, je me fais décramponner des coureurs qui sont devant moi. Ça, c'est pas cool. Mais surtout, je roule tellement peu vite que je suis moins efficace. Enfin, je m'enfonce dans la boue et je pense qu'en allant plus vite, j'avais plus de chances de tomber, mais j'aurais surtout produit beaucoup moins d'efforts que ce que j'ai fait. Parce que là, du coup, je patine, ma roue arrière, elle n'a pas de grip, je glisse un petit peu. En bref, là, je suis vraiment en panique dans ce moment et je veux surtout pas avoir à poser le pied par terre dans ces flaques de boue gigantesques parce que là, ça veut dire que mes pédales de route, elles vont être pleines de boue, je vais galérer à rechausser. Bref, ça pourrait aussi vite me faire perdre beaucoup de temps et je panique un petit peu dans cette zone. Heureusement, je me suis replacé en amont. Donc là, j'étais globalement au milieu du groupe. Il y a une dizaine de coureurs devant qui sont en train de s'échapper sans moi parce que je fais la cassure malgré moi. Et derrière moi, j'ai une quinzaine de coureurs qui sont bloqués parce que ils peuvent pas me doubler et je les bloque complètement. Et je me dis, ok, malheureusement pour eux, je fais pas exprès, mais c'est comme ça. À la sortie du secteur, soit j'arrive à les suivre et ils me ramènent devant, soit je galère et je saute. Mais heureusement, je me suis replacé, je me retrouve pas tout seul. Là, si j'avais attaqué le secteur en dernière position, j'aurais été lâché par la globalité du groupe et j'étais mort, j'étais tout seul. Là, vu que j'étais bien placé, j'ai emmené dans ma perte plus de 15 personnes avec moi et qui vont pouvoir malgré eux m'aider. Et c'est ce qui va se passer. À la sortie du secteur, il y a un mec là en jaune fluo qui va me dire « Vas-y, on roule, on rentre sur le groupe de tête ». Alors là, je vais lui expliquer. Moi, je suis complètement à bloc à ce moment-là. Je ne suis pas trop capable de l'aider. Je crois que je vais lui prendre un petit relais par-ci par-là histoire de lui dire « Ok, je t'aide, mais je ne suis pas capable ». Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tous les mecs derrière qui ont galéré dans la boue, ils vont revenir sur nous. On va recréer un groupe de 15 personnes. Et là, encore une fois, je vais me dire, ok, trop cool. On a créé un second groupe qui va potentiellement rouler moins vite. Ça va être plus facile parce que là, depuis le début de la course, j'étais sur un rythme un peu trop élevé pour moi et j'étais pas sûr de tenir jusqu'à l'arrivée. Donc je me dis, peut-être que ce deuxième groupe, il va rouler moins vite. Je m'étais dit pareil à Turnout à la Coupe du Monde quelques semaines auparavant. Et encore une fois, comme à Turnout, ça va pas du tout être le cas. En gros, les mecs avec moi, ils ont qu'une envie, c'est de revenir sur le groupe devant. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rouler encore plus vite pour revenir sur les 10 mecs devant, sachant que les mecs devant, dont le champion du monde, ils vont accélérer, profiter évidemment de cette situation pour attaquer. Donc le champion du monde, lui, va placer des grosses accélérations à l'avant. Je le vois au loin en train d'attaquer. Et quand je vois ça, je me dis, ok, ça va être difficile de rentrer. Sauf que mon groupe, il veut qu'une chose, c'est rentrer. Donc il roule encore plus vite. Et là, ça va être le moment difficile pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je fais quoi? Est-ce que je les laisse partir? Parce qu'il reste encore plus d'1 heure et demie de course. Et à ce rythme-là, je vais finir par exploser. Et si j'explose, je peux tout perdre parce que tous les gens derrière moi, ils peuvent me rattraper et je peux perdre toutes les positions auxquelles j'ai gagné depuis le début de la course. Ou deuxième solution, je continue de suivre le groupe, je prends le risque, je suis et on verra si j'arrive à tenir. Donc franchement, à ce moment-là, j'hésite beaucoup. Sur une Coupe du Monde, typiquement, il aurait fallu que je laisse partir le groupe et que j'attende le groupe de derrière, ça c'est sûr. Mais là, sur une course comme celle-ci, où on est très peu au départ, aucune idée de s'il y a un groupe derrière, aucune information, je fais le choix de suivre le groupe. Mais là, franchement, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais je me bats. Je suis à bloc en termes de BPM, en termes de watts, en termes de mental. Je donne tout ce que j'ai pour essayer de suivre les mecs avec qui je suis. Mais c'est vraiment un moment qui a été ultra intense, ultra difficile. Et je me mets vraiment minable de chez minable en me disant, si on réussit à rentrer sur les 10 premiers, on rejoue à nouveau le podium, vu qu'il n'y a que 2 mecs qui sont échappés à l'avant toujours. Et en plus de ça, ils vont finir par ralentir. Ils vont bien avoir besoin de souffler à un moment. Et c'est près de 12 km plus loin qu'on continue de forcer, qu'on va finir par rentrer sur les 10 premiers. Et du coup, moi je suis content. Je me dis, enfin, le rythme va pouvoir redescendre. Donc oui, pendant quelques secondes, ça a ralenti. Le différentiel de vitesse, il va être vachement moindre. On va pouvoir souffler un petit peu. Mais j'ai pas de chance dans mon malheur. C'est que juste après être rentré, on va se taper un giga mur, un mur auquel je ne m'attendais pas parce que je ne connais pas le parcours, je le découvre en même temps que la course
Et évidemment, vu que j'étais au rupteur depuis près de 15 bornes à essayer de suivre le groupe, quand j'arrive dans le mur, j'explose. J'explose en 2 temps. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas capable de les suivre. Donc je me laisse volontairement un peu décrocher, tout en étant très très haut en termes de BPM et de watts. Je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Est-ce que j'aurais réussi à les suivre en mettant all-in, tout à bloc? Peut-être, sincèrement peut-être. Mais si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais réussi à finir la course? Parce que j'aurais peut-être explosé complet au point de ne pas réussir à finir la course, me faire rattraper par tout le monde, et ça ne sert à rien. Donc du coup, à ce moment-là, je me dis, ok Quentin, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui explosent en même temps que moi, explose avec eux et reformer un groupe ensemble afin d'aller jusqu'à l'arrivée ensemble. Il nous reste 40 km à parcourir. C'est encore très long, ça fait quand même quasiment 1h20, 1h30, c'est beaucoup. Et vous allez voir que effectivement, ça va être très très long. Assez rapidement, je rattrape Esteban. Esteban, c'est un coureur qui était dans mon équipe, la Team de Sèvres, l'année dernière. Donc je le connais bien. Je lui dis 2 mots, je lui dis vas-y, on s'entend, on se prend des relais, on essaie de tourner. L'idée, c'est de rouler le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée pour ne pas se faire reprendre par d'éventuelles personnes qui sont derrière nous. Encore une fois, on n'a aucune info, donc on ne peut pas se dire vas-y on roule tranquille. C'est vraiment pas possible parce qu'à tout moment on se fait rattraper par des groupes derrière et on perd beaucoup de positions. Du coup on va se mettre sur un petit rythme de croisière au seuil afin de rouler le plus vite possible avec les jambes qui nous restent. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai volontairement laissé partir le groupe avant d'arriver à l'explosion 100%, certes j'ai quand même explosé, donc là où je pouvais rouler à plus de 300 watts, dorénavant c'est plus possible. Je tourne plutôt à 250 watts, mais je peux toujours mettre 250 watts. Ce n'est pas une explosion où je ne peux plus rien faire. Je peux encore rouler et j'espère que j'arriverai à tenir pendant les 1h30 qui nous restent. Et ce qui a été un tout petit peu frustrant, c'est que pendant plusieurs kilomètres, on va rester à 10 secondes du peloton, ce qui veut dire qu'on roule à la même vitesse et que potentiellement, si je m'étais mis un petit peu plus à bloc dans la bosse et que j'étais passé avec les meilleurs, peut-être que j'aurais réussi à rester dans le groupe un peu plus longtemps, faire quelques kilomètres de plus avec le groupe rapidement, et ça on ne saura jamais. On ne saura jamais aussi si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais réussi à finir la course. Bref, ça ne sert à rien de se poser trop de questions, mais en tout cas, sur le moment, c'était un peu frustrant de les avoir à bout de nez comme ça et de ne pas réussir à revenir dessus. Et d'ailleurs, à certains moments, Esteban, il était même obligé de m'attendre parce qu'il me lâchait dans des moments un peu plus difficiles. Et il le savait lui aussi, on est plus fort à 2 sur un truc comme ça que tout seul. Même s'il est plus fort que moi, m'attendre reste tout de même stratégique en vue des nombreux kilomètres qui nous restent à parcourir. Et d'ailleurs, on passe sur la ligne pour la première fois. On vient de terminer la première grande boucle de 70 km. Dorénavant, il nous reste une petite boucle d'une trentaine de kilomètres. Et là, je peux vous dire, c'est dur mentalement. Tu passes sur la ligne d'arrivée, tu es au bout de ta vie et tu dois repartir pour une deuxième boucle. Et mentalement, ouais, c'était bien difficile. Et c'est quelques kilomètres plus loin, dans une autre difficulté, que je vais définitivement perdre la roue d'Esteban. Il est vachement plus léger que moi, ça, il n'y a pas débat. Et dans les montées, il est meilleur. Donc, du coup, je vais le laisser partir. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment que j'essaie de lisser l'effort. J'ai tendance à avoir du mal sur les efforts longs à finir sur des bons rythmes. Comme vous l'avez vu depuis le début de saison, sur toutes les cyclosportives ou courses gravel, je finis toujours par exploser et à rouler à 150 watts parce que je suis cramé complet. Là, j'ai vraiment peur de ça. Je veux vraiment éviter ça. Donc, c'est pour ça que je vais le laisser partir, rouler à ma vitesse, quitte à le garder. En fait, il est resté quasiment devant moi pendant très longtemps. Il ne va pas prendre tant d'avance que ça. Finalement, on roule quasiment à la même vitesse. Il roule peut-être 1 km/h plus vite. Donc, progressivement, il prend de l'avance. Mais moi, je ne m'écrase pas tant que ça, ce qui fait que je peux garder de la vitesse et pas me faire rattraper trop vite par ceux qui sont derrière. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que derrière moi, il y a 5-6 coureurs qui se sont regroupés. C'est tous les mecs qui ont pété un par un tout à l'heure. Tout à l'heure, après le secteur bout, le moment où moi, j'ai failli péter, avant le mur, en fait, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais il y a pas mal d'autres coureurs qui ont pété là où moi j'ai tenu. Et ces coureurs-là, ils sont derrière moi et je les aperçois. Ils sont pas très loin, on roule quasiment à la même vitesse et assez rapidement, je vais me rendre compte aussi que je suis plus très lucide parce que dans les virages, je vais faire beaucoup d'erreurs. Je vais souvent louper mes virages, sortir trop large, perdre la roue avant et presque tomber. Et globalement, en fait, je me rends compte, vu que je suis de plus en plus fatigué, complètement mort, je fais plein d'erreurs techniques. Je suis beaucoup moins efficace dans les descentes et je perds beaucoup de temps dans les virages. Et ça, c'est pas top parce que évidemment, ça me fait perdre du temps. Et c'est à 20 km de l'arrivée, dans une autre difficulté du parcours, que les 6 coureurs qui étaient derrière moi vont me rattraper. Et là, je peux vous dire que mentalement, c'est dur. On est au sommet du mur au moment où ils me rattrapent et il faut que je réaccélère pour essayer de les suivre. Heureusement, vu que j'avais vu de loin qu'ils étaient en train de me rattraper, j'en avais profité pour souffler un petit peu en prévoyance du fait que j'allais devoir accélérer pour les suivre.
Donc quand ils me passent, j'ai le niveau tout de même de les suivre, mais c'est très très difficile. Ils roulent beaucoup plus vite que moi et c'est un moment, encore une fois, qui est mentalement très difficile parce que je sais qu'il reste 20 bornes. 20 bornes dans un groupe, ça passe beaucoup plus vite que 20 bornes tout seul. Donc chaque kilomètre que je fais avec le groupe, c'est des kilomètres que je fais en roulant plus vite et donc ça m'emmène plus rapidement à la ligne d'arrivée. Donc je me dis, vas-y Quentin, essaye de les suivre le plus longtemps possible. Fais ce que tu peux et si tu pètes, mais on va essayer de rouler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le groupe, roulant plus vite, va finir par me ramener sur Esteban. Donc déjà, ça me permet de gagner une position. Puis sur un autre coureur qui avait pété du groupe de tête. Donc on a gagné 2 positions. Et malheureusement, ce qui est chiant, c'est que je vais finir par péter. J'étais vraiment au bout du rouleau. Hein. Ça commençait vraiment à être difficile ici. Il reste une quinzaine de kilomètres à parcourir. Je décroche. D'ailleurs, Esteban et le mec qu'on a rattrapé vont décrocher quasiment en même temps que moi. Et je vais les garder à vue pendant toute la fin de la course. Il va y avoir Esteban et l'autre mec juste devant. Et je vais tout le temps être comme ça en motivation en me disant il faut que je revienne sur eux, il faut que je gagne 1-2 positions. Chaque position compte pour aller chercher un résultat. Et moi, vu que j'ai aucune idée de combien de coureurs il y a devant moi, je me dis chaque place compte. On a vraiment l'objectif d'aller chercher la meilleure place possible. Donc j'essaye de les rattraper, mais au fait, je roule à la même vitesse qu'eux. Et pendant 15 bornes, je roule à la même vitesse qu'eux. J'avais 500 mètres de retard peut-être au début. J'ai 500 mètres de retard pendant tout le long. Et j'arrive pas en fait à revenir sur eux. Et sur cette fin de course, je vais faire énormément d'erreurs de technique. Franchement, quasiment à chaque virage, je me foutais en vrac. Je ne suis pas tombé. Je faisais tout de même attention à ne pas aller à la faute. Mais le nombre de fois où j'ai perdu les roues, parce que en fait, les semi-slicks demandent beaucoup plus de précaution dans les virages. Certes, ça roule plus vite, mais tu n'as pas de crampons, donc tu glisses. Donc en fait, quand tu es lucide et que tu pilotes correctement, ton corps il est mou, il est gainé, tu sais ce que tu fais, ça passe très très bien, sincèrement. Mais quand tu es rincé, que tu n'es plus du tout gainé, que ton corps il est tout raide, plein d'acide lactique, que tu as mal au bras, tu pilotes, tu es comme ça, et en fait, le vélo, il est beaucoup moins pilotable avec ses pneus qui glissent. Et globalement, dans la fin de course, j'ai failli tomber quasiment dans tous les virages parce que je faisais un peu n'importe quoi, mais c'est parce que j'étais complètement mort. Et encore une fois, j'ai de la chance. C'est que malgré tout, j'arrivais tout de même à garder un peu de puissance. J'arrivais à garder plus de 200 watts, ce qui est plutôt correct tout de même. Je ne me suis pas totalement écroulé. Et heureusement, parce que je ne le savais pas du tout, mais derrière moi, il y avait un autre peloton d'une vingtaine de coureurs. Ça, c'est des mecs qui ont sauté dès le départ, globalement, sûrement dans le premier mur de la course, qu'on n'a jamais revu, mais qui ont été un peu plus linéaires parce qu'ils n'ont pas pété comme moi j'ai pu péter. Donc, ils sont restés groupés, donc avec une allure plus rapide. Et petit à petit, ils étaient en train de revenir sur moi. Ça, je ne le savais pas. Donc, heureusement, je ne me suis pas laissé abattre. Heureusement, je n'ai pas abandonné. Heureusement, j'ai continué d'appuyer sur les pédales jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'au final, ils vont arriver 2 minutes 30 après moi. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça à la fois. Et je vais franchir cette ligne d'arrivée en 27e position sur 118 finishers. Il y a eu pas mal d'abandons tout de même. Ce qui fait un top 23%. Si jamais ça avait été une Coupe du Monde, je serais qualifié. Mais bon, ça c'est du détail. La vraie information intéressante, c'est qu'Alexis a été au bout avec son échappée en duo. Le truc improbable, ils ont fait toute la course à 2 et il va même aller gagner la course. Donc Alexis remporte cette édition des Graviers Roses. Dans le second groupe, Alix, mon autre coéquipier, va terminer dans le top 15. Moi, je vais terminer en 27e position. Et Pierrick, lui, était dans le groupe juste derrière. En bref, on a tous fait un résultat plutôt correct. Donc ça, c'est trop cool pour l'équipe. Et moi, je suis assez content de ma gestion d'effort. Bon, difficile. C'est terriblement dur le gravel, je le dis à chaque fois, mais je crois qu'il n'y a pas une fois où je vais dire que c'est facile, parce que c'est pas facile. Bon, j'ai réussi à tenir 2 heures avec le groupe de tête quasiment. C'est pas une histoire de stratégie ou quoi là, ou de gestion d'effort ou de nutrition. Je pense que j'ai tout fait bien, juste les autres sont plus forts. Voilà, j'ai pas d'excuses, clairement, ils sont plus forts. Je crois que je fais dans les 30 à peu près, mais bon, c'est cool déjà, c'est un résultat qui est correct. Je sais pas combien on était au départ, on regardera si symboliquement j'aurais été qualifié dans le top 25% si ça avait été une Coupe du Monde. On regardera, mais ouais, il y a du boulot parce que là du coup on fait à peu près 3 heures de course à la fin. Bon, déjà je pensais mettre 4, j'avais mal estimé, mais ouais, 3 heures de course ça a roulé vite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans 2 semaines je suis à Valkenburg sur une étape de 160 bornes, donc ça veut dire qu'il y a quasiment 2 fois plus de kilomètres et ça monte, genre il y a des cols et tout. Je pense qu'on part pour 5 heures d'épreuve, un truc comme ça. Quand je vois que 3 heures c'est si long, en fait la leçon qu'il faut que je retienne de ça, c'est que
même si je me sens bien sur 2 heures, j'étais bien avec eux, enfin c'était dur mais j'étais bien. Faut pas que je parte aussi fort, même si j'ai les jambes. Faut pas que je parte aussi fort à Valkenburg parce que je finirai pas sinon. Je vais pas finir. Là les 30 dernières bornes ça a été un supplice. Déjà c'est pas de bol parce que je pense que je passais la côte avec eux quand je pète là. On est resté à 30 secondes pendant 10 bornes. Donc ça veut dire que je roulais aussi vite qu'eux avec Esteban. Donc c'est un peu dommage. Mais bon c'est la course. Ce qu'il en est c'est qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Quand je vois là à l'arrivée, ils sont arrivés, ça arrive groupe par groupe. Ils auraient pu me rattraper, j'ai quand même réussi à limiter la casse. J'ai pas explosé, j'ai réussi à glisser un peu l'effort. Mais ouais, bien difficile. En tout cas, merci d'aller jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est important. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez suivre mes aventures. Bye bye.